Mon père, et pas seulement mon père, quand j'ai auto-publié la première partie, j'ai reçu beaucoup de messages de juifs marocains qui disent « Mais tu as écrit ma vie !» Et j'ai reçu des messages hyper touchants, notamment de Marocains qui avaient vécu à sa fille, qui ont du coup beaucoup apprécié le roman aussi, qui les a beaucoup émus. Ça leur a rappelé vraiment de bons souvenirs. Quand je reçois ce genre de messages, ça me bouleverse. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Karen Méran. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Votre livre « Mon cœur serré comme une sardine » que vous avez publié en auto-édition. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça avant. Oui, ça s'appelait « Je ne veux pas partir ». Et donc, ce nouveau roman, Mon cœur serré comme une sardine, c'est « Je ne veux pas partir » plus la suite. Voilà, victime de son succès ressort chez un éditeur qui s'appelle Erol. C'est le genre d'histoire littéraire que j'aime bien. J'aime bien l'histoire de votre livre et j'aime bien comment ça se passe finalement. Vous avez été repéré, comment ça se passe ? Alors en fait, j'ai auto-publié donc la première partie de ce roman donc sur Amazon et j'ai gagné un prix, le prix du jury des plumes francophones. Et à partir de là, du coup, j'ai tapé à la porte des maisons d'édition et donc Stéphanie Ricordel aux éditions Erol a répondu positivement et donc voilà. Et j'ai écrit la suite du coup avec eux. Et là, vous dites que c'était le plus beau jour de ma vie. Exactement, c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Un beau rêve qui se réalise. Et ça, c'est un prix des lecteurs, c'est ça ? Comment ça se passe ? Non, c'est un prix du jury. C'était Aurélie Valogne qui était la marraine de ce concours. Alors, il faut dire qui c'est parce que... Ah oui, Aurélie Valogne, c'est l'auteur qui a écrit Mémé dans les orties et plein d'autres romans à succès, dont Né sous une bonne étoile, son dernier roman. Qui fait partie des autrices qui sont le plus lues en France et le plus méconnues. Aujourd'hui, les autrices, les femmes qui vendent le plus de livres en France, on les connaît pas. On connaît Amélie Nothomb, enfin on en connaît plein d'autres. Mais celles qui vendent vraiment des centaines de milliers de livres, voire même des millions, elles sont inconnues des médias, mais pas des lecteurs en fait. Exactement. Virginie Grimaldi aussi fait partie des auteurs les plus lus et que j'apprécie aussi beaucoup. Elle a un peu une histoire, et elles ont d'ailleurs des histoires similaires à la vôtre. Exactement, Aurélie Valogne, c'est aussi auto-édité. D'ailleurs, j'avais auto-édité un premier roman qui s'appelait Il était une fois dans le métro, en même temps que Mémé dans les orties. Donc c'est marrant, on s'est retrouvés à ce concours. C'était assez marrant. Voilà, vous écrivez, vous auto-éditez, vous avez du succès. Voilà, c'est les lecteurs qui ont finalement trouvé ce roman, apprécié ce roman, et donc qui m'ont finalement ouvert aussi la porte de la maison d'édition. Bon, c'est votre troisième livre ? Oui, c'est mon troisième roman. C'est mon troisième roman. Le premier roman, je l'avais auto-édité aussi, et j'ai eu un peu le même parcours, c'est-à-dire que les éditions Michel Lafon l'avaient du coup repéré suite au succès sur Amazon et m'avaient proposé du coup un contrat. Le deuxième, je l'ai auto-édité et le troisième, je l'ai encore auto-édité et je poursuis mon parcours aux éditions Erol. D'accord. Voilà. Et c'est quoi votre vrai métier alors ? Alors, je travaille dans un grand groupe cosmétique et je suis en charge de l'expérience client dans les magasins. Et vous pourriez pas être que auteur ? Enfin, j'en sais rien. Quand je dis vous pourriez pas, est-ce que être finalement auteur à plein temps, c'est quelque chose qui vous plairait, ou vous avez besoin de ces plusieurs vies pour écrire ? Je pense que j'ai besoin de ces plusieurs vies. En fait, j'écris. Alors, avant le Covid, j'écrivais dans le métro. C'est-à-dire que j'ai 1 heure aller, 1 heure retour. Comme votre premier roman d'ailleurs. Exactement, exactement. J'ai écrit dans le métro et en fait, je sais pas, je suis très inspirée dans le métro. Il se passe beaucoup de choses, que je sois debout, assise. J'ai plein d'idées qui me viennent en regardant les gens, en observant. Enfin voilà, j'ai l'imagination qui part et qui du coup me donne plein d'idées. Donc oui. Et puis après, bien sûr, le fait d'être aussi dans une vie de bureau, je pense que c'est aussi ça. Enfin voilà, j'ai des journées métro, boulot, dodo, et du coup, écrire. Quand je donne rendez-vous à mon écrivain intérieur pendant le week-end, ça me transporte, ça me sort de mon quotidien, ça m'emmène ailleurs. C'est pas votre enfant intérieur, vous ? Non, c'est mon écrivain intérieur. Vos collègues savent ?
ou c'est une private life? Alors c'est marrant que vous posiez cette question parce que je l'ai longtemps caché, parce que je n'utilise pas ce nom-là sur mon lieu de travail. J'utilise mon nom de femme mariée, et le nom que j'utilise là, c'est mon nom de jeune fille. Et c'est vraiment que récemment que j'ai commencé à en parler au bureau. J'avais vraiment 2 vies bien séparées. Vous allez voir, quand vous allez vendre 1 million de livres, ça va être difficile de le cacher. Ce qui sera intéressant, c'est d'observer le regard que les gens porteront sur vous. Ouais, peut-être. À la cafétéria, on dira « Ah, c'est elle !» devant la machine à café. Est-ce que ça changera ou pas? Ou pas. Bon, alors on va écouter un extrait de votre livre que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Attendez, il faut lancer la machine. Et toi, Jacob, que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Musulman, je réponds en mettant un morceau de poulet au citron avec la peau dans la bouche. Je n'ai pas le temps d'esquiver la main de mon père qui claque sur ma joue avec l'intention de me faire recracher ce que je viens de dire. « Willy, 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 Willy !» s'écrie ma mère en mettant la main sur sa joue. « Man dar, que Dieu préserve !» C'est une mauvaise réponse. Ma mère et mes sœurs me regardent comme si j'étais devenu fou. J'ai 8 ans et demi, et même si ça a l'air clair pour tout le monde, personne n'a pris le temps de m'expliquer qu'on ne dit pas qu'on veut devenir musulman, ni à table, ni jamais. Pire, on n'a même pas le droit d'y penser. Quand on naît dans une famille juive, on peut devenir grand, gros, fort, riche, pauvre, chauve, boulanger, coiffeur, épicier, garagiste, mais pas musulman. C'est comme ça. C'est impossible. Alors l'histoire débute en mars 1967, on est à Safi, au Maroc. Plus précisément, alors on est au pied de la colline. Oui, on est en haut, en haut et en bas de la Biada. La Biada, ouais. Voilà, qui est effectivement une colline où habite Jacob, le personnage principal de ce roman, qui est très ami avec Brahim, qui est du coup musulman, un enfant musulman du même âge, et qui habite du coup dans le même quartier, mais plus dans le centre-ville. Ils ont 8h30 tous les deux, et il répond tout à fait sérieusement. Quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il dit vraiment je veux être musulman. Oui, parce que c'est toute la naïveté d'un enfant à qui on n'explique pas, et qui n'est pas chargé négativement de tout ce que les adultes peuvent penser ou peuvent percevoir. Et donc pour lui, son meilleur ami, c'est Brahim. Et il a envie d'être comme lui. Ça fait une semaine qu'il a envie d'être musulman, finalement, à ce moment-là. Et quand il demande à Brahim si lui veut être juif, qu'est-ce qu'il lui répond, Brahim? Il lui dit qu'il ne s'est jamais posé la question. En fait, les enfants... j'ai voulu raconter cette histoire à travers les yeux d'un enfant, justement, pour avoir un regard un peu naïf, pour mettre un peu les pieds dans le plat sur des questions... que des enfants peuvent se poser. Moi, je sais que mon fils m'a souvent posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est être juif ? C'est tellement compliqué à expliquer. Alors, Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué à expliquer parce que c'est vrai que c'est... C'est pas les adultes qui compliquent les réponses ? Peut-être. Parce que pour les enfants, en fait, c'est super simple. Exactement. En tout cas, j'avais envie que la réponse soit très simple. Et c'est pour ça que... la grande question que je me suis posée à travers ce roman, c'était vraiment de savoir, est-ce que les juifs et les musulmans s'entendaient bien à cette époque Au Maroc. Au Maroc, effectivement. Et j'avais envie que la réponse soit simple. Et donc voilà. Donc j'ai fait parler des enfants, parce qu'en fait, quand on prend des enfants qui ne sont pas chargés négativement, en fait, la réponse est simple. Ils jouent ensemble, ils s'amusent, ils rigolent, ils partagent plein de choses. Ils en ont rien à faire de l'actualité, ils en ont rien à faire d'un conflit qui se passe à des milliers de kilomètres. Et du coup, c'est beau. Ouais. Enfin, vous voulez une réponse simple à un moment de l'histoire qui n'est pas simple, puisqu'on est à quelques jours de la guerre des 6 jours. Exactement. Donc c'était quand même pas le moment le plus simple de l'histoire. Mais du coup, raconté par des enfants, ça devient plus simple. Ça devient une histoire d'amitié, comme chacun peut en vivre avec n'importe qui, juif, musulman, catholique, n'importe où, breton. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de frontières. Et donc, c'est un peu ça que j'avais envie de raconter. Parce que j'ai un peu cette impression... Enfin, voilà, le point de départ de ce roman, ça a été un voyage au Maroc que j'ai fait avec ma grand-mère et mes cousins. Pour ses 90 ans, on lui a offert ce voyage. Et votre père n'était pas là ? Mon père n'était pas là. Non, mon père... persuadé que c'est sa vie que j'ai écrite. Oui, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est drôle. Ah, vous l'avez vu. Ouais. Oui, non mais c'est ça. Mon père et pas seulement mon père. C'est ça qui est marrant, c'est que quand j'ai auto-publié la première partie, j'ai reçu beaucoup de messages de juifs marocains qui disent mais tu as écrit ma vie. Vous avez écrit ma vie. J'ai aussi reçu des messages de musulmans marocains parce que le livre est allé jusqu'au Maroc. Je ne sais pas par quelle voie. Aujourd'hui, quand vous êtes digitalisé, ça va partout dans le monde. Là, je veux dire. Effectivement. Ouais. Et j'ai reçu des messages hyper touchants, notamment de Marocains qui avaient vécu à Safi, qui ont du coup beaucoup apprécié le roman aussi, et qui les a beaucoup émus. Enfin, ce roman les a beaucoup émus. Ça leur a rappelé vraiment de bons souvenirs. Donc voilà. Enfin, quand je reçois ce genre de messages, ça me bouleverse. Je me dis que je comprends pourquoi j'ai écrit ce roman. Des Marocains de Safi, quand même. Hein. Oui, des Marocains de Safi. Après, il y a des moments où on dit, tiens, elle écrit sur notre ville, sur notre quartier, sur ce qu'on avait vu. Donc, les gens se réapproprient les choses. C'est vrai. Non, en plus, Safi, je suis pas sûre que beaucoup de gens connaissent cette ville. Ouais. Peut-être pour ça que ça a touché tellement de gens. C'est vrai. Tous ceux qui sont passés, qui se sont reconnus. Brahim et Jacob ne parlent pas forcément la même langue, et pourtant, ils se comprennent très bien. C'est deux milieux quand même différents aussi. Oui. Jacob, c'est quel milieu ? Alors Jacob, pas des bourgeois, mais quand même ils sont. Voilà, c'est quand même une famille qui a des moyens, enfin dont le père travaille dans les céréales. Enfin le père de Jacob travaille dans les céréales. La mère ne travaille pas. Et le père de Brahim est potier. Et la mère ne travaille pas non plus. Mais Brahim est issu d'un milieu un peu plus populaire. C'est des artisans, peut-être. Des artisans, exactement. Brahim ne va pas à l'école. Et Jacob va à l'école à l'Alliance. Voilà. Et L'Alliance française. L'Alliance française et l'Alliance israélite française. Mais effectivement, ils se retrouvent après l'école tous les jours. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils jouent, pendant les vacances aussi. Ils partagent vraiment beaucoup de moments, même s'ils ne sont pas ensemble en classe. Donc, ce sont des juifs séfarades. Hein. Oui. Il s'interroge, lui aussi, sur ce que ses parents pensent des musulmans. Effectivement. Jacob. Il pose des questions et personne ne lui répond. Et c'est pas simple. Hein. Non. Même si parfois la mère, elle a des choses qui lui échappent, finalement, il y a beaucoup de respect. Hein, mais il n'y a pas de réponse. Non. Il y a beaucoup de non-dits, encore plus peut-être dans cette famille où vraiment les enfants sont trop petits pour comprendre. C'est ce qu'on lui répète tout le temps, et ça c'est une réponse qu'il n'aime pas beaucoup, Jacob. Ouais. Ça l'énerve beaucoup. Et du coup, il fait beaucoup de gaffes. Du coup, ça l'emmène, ça le fait imaginer des choses, et du coup, il comprend un peu de travers. Il comprend un peu comme un enfant. Mais en fait, c'est quand même une époque où on ne dit pas tout aux enfants non plus. On ne dit pas tout aux enfants, effectivement. Je pense qu'il y a quand même une grande différence entre ce que les parents se disent entre eux. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les réseaux sociaux. En fait, voilà. Les enfants sont laissés à hauteur d'enfants. Exactement. On leur dit rien. On leur demande d'aller dans la chambre quand on parle des discussions d'adultes. On ne veut pas les inquiéter. On ne parle pas des problèmes. Mais les enfants sentent tout. Ils perçoivent beaucoup de choses et du coup, ils s'imaginent des choses. Et c'est vraiment cette perception que j'ai voulu retranscrire dans ce roman. Tu es trop petit pour comprendre. Ouais, c'est une phrase que tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie. Comment votre livre s'appelait-il quand il était auto-édité ? Je ne veux pas partir. Voilà. Et donc maintenant, il s'appelle Mon cœur serré comme une sardine, en hommage aux sardines de Safi. Parce qu'il y en a partout des sardines et ça le sent. Oui. Ça sent la sardine. C'est la Madeleine de Proust de Jacob. C'est vraiment l'odeur qui est associée à la ville de son enfance qu'il aime tant. C'est une industrie d'ailleurs, la sardine à Safi. Donc, et c'est Jacob qui ne veut pas quitter sa fille, hein, parce que dans ces années 67, on explique aussi qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont quitté le Maroc, même s'ils avaient, et on le comprend dans votre livre, ça c'est la grande histoire, commencé à quitter le Maroc un peu avant.
effectivement, il y a donc dans les années 50, au moment de l'indépendance du Maroc, il y a à peu près 230 000 juifs au Maroc. C'est la plus grosse communauté d'Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'au cours des années 60, il y a une islamisation du pays. Même si le roi Mohamed V et son fils Hassan II vraiment protègent les juifs, les journaux véhiculent parfois des messages plutôt antisémites qui font que les juifs commencent à avoir peur. Et puis, c'est un peu comme une espèce de psychose qui commence à s'installer un peu dans la communauté et qui est complètement exacerbée avec la guerre des 6 jours et qui, du coup, déclenche beaucoup de départs. Ils ont peur. C'est vraiment la peur. Alors qu'en vrai, il n'y a pas eu de mauvais traitements, il n'y a pas eu d'expulsions, il n'y a pas eu de meurtres, il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu, il y a vraiment eu un sentiment d'insécurité grandissant qui a fait que les Juifs ont préféré partir. Et on voit un soir des policiers qui débarquent dans la famille de Jacob, des policiers qui ont eu vent du projet de départ du Maroc, de la famille. Pourquoi c'était interdit de quitter le Maroc? C'était très compliqué d'avoir un passeport. Parce que et c'était interdit d'aller en Israël. Et donc ça faisait que effectivement les autorités faisaient attention à ne pas surveiller entre guillemets les départs pour s'assurer que les Juifs ne partaient pas vers Israël. Mais c'était aussi très compliqué d'avoir un passeport parce que le Maroc voulait garder les Juifs officiellement. Mmh. Alors il y a un personnage qui est Simone, une des sœurs de Jacob. Alors elle travaille pour une organisation, la Miss Guéret. Miss Guéret, qui elle a vraiment existé. Exactement, qui est très, très peu connue. Alors pour être franche, moi je la connaissais pas cette organisation. Moi non plus. On parlait d'exfiltration donc des Juifs vers Israël. Exactement. Et donc, quel était le rôle de cette organisation ? En fait, elle organisait le parcours de ces familles, donc en les faisant sortir du Maroc, en les faisant passer par la France et ensuite en les envoyant vers Israël. C'était toute une organisation, bien sûr, en lien avec Israël et qui permettait du coup à des familles qui avaient décidé d'aller en Israël. C'était surtout les Juifs marocains qui étaient peu aisés, qui prenaient la décision d'aller en Israël. Les Juifs un peu plus aisés sont plus partis vers le Canada et la France. Qui était un des projets de la famille des oncles de la famille de... Et puis surtout, ce que ma famille et beaucoup de Juifs marocains qui ont atterri en France m'ont raconté, c'est qu'ils se sentaient quand même aussi français. Ils étudiaient le français, ils étudiaient l'histoire de France. Donc, la culture française était vraiment aussi ancrée en eux. Donc, quand mes parents sont partis, ils sont allés faire leurs études en France. C'était prévu. Mes grands-parents ont rejoint par la suite, mais c'est vrai que la France, ils avaient une culture française puisque le Maroc était sous protectorat français. Alors ce personnage de Simone qui rejoint la Miss Guéret sans l'avis, bien sûr, de ses parents, personne ne le sait dans la famille, peut-être une vieille cousine ou une vieille tante qui le sait, mais... Qui vous a inspiré ce personnage ? En fait, j'ai donc le frère de ma grand-mère, qui s'appelle Avigdor, qui m'a complètement inspiré ce personnage parce que c'est vraiment son histoire, c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire que j'ai un peu revu le timing, le temps dans lequel ça s'est passé parce que c'était plus dans les années 50. Oui, voilà, donc j'ai un peu remanié. Vous le faites plus dans les années 60. Voilà, j'ai un peu plus vers la fin. Exactement, j'ai un peu décalé le temps, mais sauf que lui, effectivement, c'était il crée des faux passeports, il organisait du coup les départs, et c'est vrai qu'à un moment donné, du coup, il s'est fait arrêter. Et emprisonné à Nador, donc. Exactement. Donc, dans la prison de Nador. Exactement. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce qui a été très inquiétant pour ma grand-mère, pour toute sa famille, c'est qu'effectivement, à cette époque, on ne savait pas. On n'a pas su pendant longtemps
où il était, ce qu'il était. Et ma grand-mère ne savait pas en plus qu'il appartenait à la Miss Guérette. Oui, qui était une organisation secrète. Hein. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'elle s'imaginait beaucoup de choses. Enfin, il y a eu beaucoup de peur. Et finalement, quand ils ont su effectivement qu'il était Anador, après, enfin voilà, la situation, ils ont réussi à le faire sortir. Et pour le coup, il a dû quitter le Maroc. Simone, dans votre livre, n'a jamais raconté son histoire. Est-ce que finalement cet oncle a raconté son histoire ou pas ? Est-ce qu'un jour vous avez réussi à savoir quelle était la nature de son engagement, quel était son rôle vraiment dans l'organisation et qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé quand il a été incarcéré ? Alors, ce qui est marrant, c'est que... Alors, il n'en a pas parlé pendant longtemps, et puis il en a parlé... donc, il est assez âgé aujourd'hui, et c'est vrai qu'il en a... je l'ai entendu plusieurs fois raconter cette histoire. C'est vrai qu'il ne rentre jamais dans les détails, mais ce qui est assez troublant, c'est que... il n'en parle pas forcément comme un moment très dur où il a été torturé. Voilà. Enfin, il me raconte quand il était en prison, il jouait aux cartes avec les gardiens de prison. Enfin, il y avait quelque chose bien sûr, qui a dû être très dur, mais dans la manière dont il retranscrit aujourd'hui, il a gardé un amour pour le Maroc, par exemple, assez incroyable. Il y est retourné plus tard. Enfin, voilà, c'est... Il a gardé un attachement. Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pour répondre à votre question, j'ai pas eu... Vous n'avez pas eu l'histoire. J'ai pas eu l'histoire. Comment étaient constitués les réseaux? Non. Voilà. Non. Quand et c'était commencé... très compliqué à trouver aussi. Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches. Là, moi, j'ai regardé aussi, parce que comme je connaissais pas, j'ai regardé. Il n'y a pas énormément de choses. Exactement. Je vous avoue que c'est vraiment en écrivant ce roman que j'ai découvert cette association. Mes parents n'en avaient pas entendu parler. Parce qu'on peut imaginer que l'émigration vers le Maroc, vers l'Israël, a commencé vers les années 50. C'est exactement. Ça Exactement. Après la création de l'État d'Israël. Ouais. Donc c'était des réseaux de passeurs, c'était des... Oui, c'était des... Alors, dans un premier temps, vraiment, les relations avec Israël étaient vraiment complètement interdites, la circulation des gens et du courrier. Enfin, vraiment, il y a une décision à un moment donné de couper toutes les relations. Donc, il fallait vraiment contourner. C'est d'ailleurs aussi ce manque de liberté qui a aussi mis les Juifs en insécurité. C'est-à-dire de se dire, à un moment donné, on ne pourra pas y aller si on a besoin d'y aller. Donc voilà. Et effectivement, il y a des réseaux financés par Israël qui ont commencé à se mettre en place, notamment la Miss Guérette, afin de protéger les Juifs si, effectivement, à un moment donné, ils étaient, s'ils étaient maltraités. On parle d'une communauté de combien de personnes, est-ce qu'on sait, en 67, hein? Alors, dans les années 50, les Juifs étaient 230 000, à peu près, d'après ce que j'ai vu, 230 250 000. Et après la guerre des 6 jours, ils sont passés à 30 000. Donc il y a vraiment eu une vague de départ après la guerre des 6 jours. Donc 30 000 sont restés. Ouais, 30 000 sont restés. Et puis voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore d'ailleurs des Juifs qui vivent. Enfin, moi, j'ai encore de la famille à Casa, qui n'est pas parti, qui est resté, qui est resté, jamais parti. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont revenus. Enfin, j'ai lu aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont partis en Israël pensant retrouver la terre promise et qui sont revenus et qui sont revenus au Maroc Parce qu'ils étaient marocains. Ils étaient marocains et surtout ils se sont rendus compte à quel point ils avaient une belle vie au Maroc. Et c'est vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que, il y a pas de meilleur ambassadeur que les Juifs marocains. Quand ils parlent du Maroc, j'ai jamais entendu un Juif marocain aujourd'hui, et pourtant j'en ai vraiment interrogé beaucoup, qui parle mal du Maroc. C'est vraiment, ça fait profondément partie de leur vie. Il y a une lettre que les deux petits garçons écrivent, Brahim et Jacob, au roi du Maroc. Alors c'est une idée de Brahim, d'écrire une lettre au roi du Maroc. Non, c'est une idée de Jacob. Jacob, ouais. C'est une idée de Jacob, mais effectivement. Parce qu'il avait un frère qui travaille dans la police. Voilà, mais Brahim avait un frère qui travaille dans la police. Après, c'est vraiment les deux enfants qui se mettent à écrire cette. Qui écrivent au roi du Maroc. Qui écrivent au roi du Maroc. En leur demandant effectivement d'essayer de venir à sa fille pour justement montrer qu'il aime aussi bien les musulmans que les juifs. Donc c'est une action d'enfants qui veulent, de deux amis qui ne veulent pas être séparés, et ils y croient vraiment. Mais au final, cette lettre. Elle est drôle, cette lettre, quand même.
Voilà, en fait, les enfants ont l'idée de comparer sa fille à la chouchouka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chouchouka, c'est une salade cuite. Je veux bien. C'est une salade cuite faite de poivrons rouges, de poivrons verts, de tomates, d'oignons. Enfin voilà, il y a plein d'ingrédients. C'est vraiment très savoureux. Ça pourrait ressembler à une ratatouille. Mais voilà, exactement. Ça pourrait ressembler à une ratatouille, mais c'est froid et c'est une entrée. Enfin voilà, c'est absolument délicieux. Donc, on la mange, je pense, aussi bien chez les juifs marocains que chez les musulmans marocains. Et on la même mange d'ailleurs partout ailleurs. au Maghreb. Mais la chouchouka, j'ai envie de vous dire, la chouchouka, vous savez, c'est transversal au Maghreb. Elle est plus ou moins épicée, mais elle est transversale. Après, il y a des variantes. Mais... C'est vrai. Et vous, donc, vous enfants... avez une variante de chouchouka alors, la chouchouka de votre enfance? Je fais une spéciale dédicace à la chouchouka de ma belle-mère, Denise, qui est pour moi la meilleure au monde, vraiment. Elle est extraordinaire. Si on n'était pas en situation de crise, j'avais prévu de vous amener à manger. J'avais vraiment très envie. C'est terrible. On ne plaisante pas avec la chouchouka. Non. Allez, je fais une promesse. Les auditeurs. Avec des sardines. Alors, les sardines, non, parce que c'est un peu dur de faire venir des sardines de sa fille. Mais en revanche, j'ai plein d'autres choses à vous faire goûter. Et alors, je vous proposerais même de faire un blind test entre, par exemple, des plats préparés par ma belle-mère et des plats préparés par un Marocain, au hasard. Et je vous défie de trouver une différence. Mais la cuisine séfarade, c'est la même que... C'est exactement la même. Exactement la même. Enfin, attends, là, on est en train de parler de détails. Ouais, mais c'est un détail important. On a tellement de points en commun. On oublie, en fait. On oublie qu'on a des points en commun. Mais c'est le sujet de votre livre. Hein. C'est exactement ça. Quand je dis que votre livre est un pont, voilà, c'est le sujet. Exactement. En fait, j'ai vraiment voulu remettre la lumière sur un moment de l'histoire où les juifs et les musulmans cohabitaient. Et bon, voilà, ils se sont séparés à un moment donné. Et aujourd'hui, ils se connaissent moins. Et on a plus tendance à rejeter les gens qu'on connaît moins. Et voilà, donc... mais pourtant, on a vraiment, vraiment beaucoup de points en commun. Un henné dans un... Enfin, nous aussi, on fête le henné, c'est une fête de fiançailles chez les juifs. Et un henné chez les musulmans, mais c'est fou. Si je vous mets là-bas, je vous dis pas qui est juif et qui est musulman, encore une fois, on est tous en caftan, il y a des darboukas, il y a des youyous de partout. C'est fou. Et pourquoi on n'entend pas les gens qui disent que finalement il y a plus de points communs que de points qui divisent? Parce qu'on n'entend pas ce discours, enfin en tout cas on l'entend pas assez. Eh ben, c'est pour ça que j'ai écrit ce roman, c'est que pour moi ça me manquait. J'avais envie de... On écrit le livre qui nous manque, voilà, ça me manquait, cette histoire d'amitié. Ça c'est de vous, ça, on écrit le livre qui nous manque. Ouais. Alors, je l'ai entendu de Éric Emmanuel Schmitt, il faut quand même que je lui rende ça, je l'ai entendu ça et ça m'a tellement parlé en fait que... Il a tellement écrit le livre, il y a beaucoup de choses qui lui manquaient, Éric Emmanuel. Oui, c'est vrai, mais moi c'est vraiment cette histoire d'amitié... Entre un juif et un musulman. Alors, il y a beaucoup de sardines, hein, mais c'est vrai que la sardine, vous disiez tout à l'heure, la sardine, c'est l'emblème de sa fille. Et il y avait un proverbe qui disait, quand il y en a sardina, il n'y en a pas comera. Ça veut dire quoi, ça? Et quand il y en a comera, il n'y en a pas sardina. Voilà, il y avait une espèce de légende. Alors, je ne sais pas si c'était une légende, en tout cas, c'était un dicton qu'on disait, avec un lien entre, justement, quand il y a des sardines dans la mer, les récoltes... Enfin, c'est plus un lien avec les récoltes ne sont pas bonnes, et inversement. Donc, il y avait... voilà, enfin, c'était... Et comme le père de Jacob travaille dans les céréales, donc, du coup, c'est directement lié au pain. Donc voilà, il y avait ce lien avec la richesse de l'année à venir ou pas. Exactement. La prospérité de l'année. Exactement, qui était très liée du coup à la situation de la famille de Jacob, puisque très liée à la météo. Quand il faisait très chaud, du coup les récoltes séchaient et donc ça devenait compliqué pour eux, et inversement quand la météo était bonne. Vous faites partie de la génération qui n'a pas connu sa fille. Hein, vous êtes né en France. Vous avez connu ce qu'on appelle le Maroc importé en France. Et vous faites partie de cette génération à qui on a répété que les juifs et les musulmans ne s'entendent pas. Et ça, c'est un discours que vous n'acceptez pas, en fait. Exactement. En fait, j'ai grandi à Créteil. Donc, dans ma classe, il y avait autant de musulmans, de catholiques que de juifs. Alors bon, quand j'étais jeune, j'écoutais pas particulièrement l'actualité. Et pourtant, enfin voilà, j'entendais quand même qu'il y avait des tensions. Et pourtant...
je me suis toujours sentie très proche des musulmans, et notamment des musulmans marocains, puisqu'il y en avait à l'époque dans ma classe. Et j'avais presque un besoin de me rapprocher d'eux, parce que je me sentais vraiment proche d'eux. Donc, voilà, je me souviens que j'essayais de caser des expressions arabes que j'avais entendues. J'essayais de préciser que j'avais mangé un plat traditionnel la veille. Enfin, voilà, j'essayais de trouver justement de me rapprocher d'eux avec des points communs. Et d'ailleurs, eux aussi de leur côté. Enfin voilà, on était ensemble. Mais c'est vrai que à côté de ça, je parle pas arabe. Vos parents parlaient arabe. Mes parents parlent arabe. Ma grand-mère surtout, mais ma mère. Effectivement, enfin, je suis allée plusieurs fois au Maroc avec mes parents. Ma mère. Quand vous la voyez, enfin je le raconte dans le roman, mais c'est vrai que quand vous la voyez, elle est pas typée. Elle est fière de ça. Ouais. Elle est pas typée. Elle est psychologue, donc elle parle très posément. Et je me souviens être allée avec elle au souk pour enfin j'avais envie de m'acheter une théière et là je l'ai entendue négocier en arabe. J'ai eu l'impression de redécouvrir ma mère qui du coup s'est mis à rigoler avec le vendeur et au final on a eu un prix. Super bon prix, un prix comme si on était des Marocains. Oui, et le vendeur qui a dû dire tu m'as pris pour une touriste, quoi. Exactement. Donc elle lui a rappelé qu'elle venait d'ici et que du coup elle avait le droit aussi à un prix de Marocain. Alors tout roman est un mélange de fiction et de réel. Donc l'histoire de Brahim et Jacob, c'est ça un petit peu. Donc quand votre père dit tu as raconté une partie de mon histoire, peut-être que c'est pas faux. Ah non, mais c'est même complètement vrai. En fait, c'est vrai que, pourquoi mon père dit ça, c'est parce qu'effectivement, c'est le seul garçon d'une famille de filles, où il a du coup 3 sœurs, et donc c'était effectivement le roi dans sa famille. Donc voilà, donc c'est vrai que. Mais après, tous les événements que je raconte dans ce roman, c'est vrai que c'est quand même un mélange de plusieurs témoignages, d'histoires qu'on m'a racontées, que beaucoup d'histoires que ma grand-mère m'a racontées, mais aussi que des juifs marocains et aussi de musulmans marocains. Donc c'est vrai que étant issue d'une famille juive marocaine, j'ai eu beaucoup de témoignages de juifs marocains, mais j'ai eu aussi l'occasion d'interroger des musulmans marocains, et notamment quand j'étais au Maroc, après d'interroger un peu des gens au hasard. Voilà, et bien sûr, ils n'allaient pas forcément me dire qu'ils n'aimaient pas les juifs, mais au contraire, moi j'ai vraiment senti... notamment quand j'étais au Maroc et de la génération de mes parents, un souvenir d'amitié, de lien avec les Juifs très fort, qu'ils n'ont pas oublié. Et ces histoires d'amitié forte, comme c'est le cas entre Jacob et Brahim, est-ce que c'était courant ou pas ? Mais c'était très courant. Ça aussi, ça fait partie quand j'ai autopublié la première partie de ce roman, j'ai eu des témoignages, et notamment d'un musulman marocain qui m'a raconté à quel point il était proche d'un ami juif, qui était décédé depuis. Mais voilà, mais effectivement, ces histoires d'amitié, de gens qui travaillaient ensemble, qui vivaient ensemble, qui s'apportaient des gâteaux pour leurs fêtes respectives, qui s'invitaient à boire le thé, voilà, tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui a vécu cette époque qui ne m'a pas raconté ce genre d'histoire. Et comment est-ce que vous avez travaillé pour restituer l'époque dans ce qui se passait ? Alors, historiquement, en fait. C'est vraiment un mélange de témoignages de gens, donc leur perception, avec quand même beaucoup de recherches, d'articles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, et du coup, on a même, j'ai trouvé aussi, c'est avec ce roman que j'ai pu voir qu'on avait accès à toutes les archives de l'INA, qui m'ont beaucoup servi aussi, parce que ça m'a permis d'écouter les spots radio de toute cette époque. Donc j'ai tout écouté tous les jours pour vraiment essayer de comprendre. Alors c'était la radio française, bien sûr, c'était pas la radio marocaine, mais c'était très intéressant. Ce qu'on disait du conflit, en fait. De ce qu'on disait du conflit en France. Mais, mais au Maroc, on avait aussi la radio française. Donc du coup, ça me permettait vraiment d'avoir aussi cet habillage historique. Même si... D'ailleurs, ils lisent Le Monde, vos personnages. Oui, exactement. Qui arrivent de France. Oui, exactement. Comme source d'information. Vos parents se sont retrouvés dans l'époque que vous décrivez ? Est-ce que...
Oui, alors oui, c'est sûr. En plus, il y a beaucoup d'anecdotes qu'ils connaissent, qui étaient des choses qu'on raconte, dont on rigole encore beaucoup aujourd'hui, notamment les expressions que j'ai mis beaucoup d'expressions arabes dans ce roman, mais parce que si un jour vous venez dîner chez ma grand-mère, je crois qu'il y a un dictionnaire d'ailleurs à la fin du livre. Oui, j'ai mis un glossaire, pour remettre. Alors c'est un glossaire phonétique, parce que c'était très compliqué pour moi d'arriver à trouver la retranscription en français, en écriture française, de toutes ces expressions. Il n'y avait pas qu'une façon. Donc je voulais juste préciser que peut-être certains auditeurs trouveront qu'il y a des fautes, mais en fait c'est vraiment une retranscription phonétique de la manière dont c'est prononcé par les Juifs marocains. Et au final, avec votre mini-enquête, est-ce que vous avez fini par comprendre pourquoi les Juifs marocains ont quitté le Maroc en 67 ? Est-ce que vous arrivez à donner une réponse ? Je vous avoue qu'encore aujourd'hui, je vous mentirais si je vous disais que j'ai compris. J'ai tout compris. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment eu ce sentiment de peur. Et la peur, ça ne s'explique pas. Et voilà. Et du coup, qui les a poussés à un moment donné à partir. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est que j'ai tellement entendu, tout le monde a eu une enfance. Mon père particulièrement, qui est un grand nostalgique, qui me parle du Maroc, il me dit on a eu une enfance exceptionnelle là-bas. À chaque fois qu'il rencontre des amis juifs marocains, mais ils partent en fou rire en se remémorant justement des choses qu'ils ont pu vivre là-bas. Donc ils ont vraiment eu une enfance incroyable là-bas, mais voilà. Mais encore une question, voilà. Bien, on va terminer avec Enrico Macias, J'ai quitté mon pays. Parce que c'était les Juifs d'Algérie, mais également ça parlait à tout le monde, sa chanson. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Karine Mayran, bon dimanche. Merci beaucoup, Philippe.